Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau logiciel qui est très pratique en fait pour vous organiser. Si vous faites des visual novels avec Ren'Py, par exemple, ça sera très utile. Je dis ça et je présente ce logiciel parce que en fait, j'ai eu une question sur la chaîne en commentaire, quelqu'un qui fait beaucoup de choix dans sa visual novel, qui a un gros projet de visual novel d'après ce que j'ai compris, et il laisse beaucoup de choix en fait aux joueurs. C'est-à-dire que le joueur a la possibilité de choisir beaucoup de routes différentes. Et forcément, arrivé à un moment, ça devient ingérable. Ça devient ingérable parce qu'en fait, le nombre de branches d'histoire qui s'étendent sont beaucoup trop importantes pour bien gérer tout, pour bien tout faire comme il faut. Donc en fait ici je vais vous montrer un logiciel qui permet de vous organiser un petit peu. C'est un petit peu la suite de la vidéo que j'avais fait pour s'organiser et optimiser les projets Ren'Py. C'est un petit peu dans le même genre. Sauf que ici on va avoir un autre logiciel qui va donc vous aider à faire ça. Et puis je vais vous donner quelques petits conseils pour bien structurer une visual novel. Alors, au début, quand j'ai commencé à faire des visual novels pour moi, pour un petit cercle familial, et les amis, le premier gros projet que j'ai fait, je me suis dit, comment je vais structurer tout ça. J'avais pris une feuille A3. Une feuille A3, c'est le double d'une feuille A4. Donc c'est le double d'une feuille classique. Et puis j'avais en fait fait des petits carrés dessus pour indiquer les noms des chapitres et puis des liens pour les ramifications, histoire d'un petit peu structurer. Et puis très vite c'est devenu le bordel parce qu'en fait une feuille A3 c'est pas suffisant pour un gros projet. C'est-à-dire qu'on finit par dépasser les feuilles et puis après il faut rajouter des feuilles et des feuilles. Ça devient très vite le bordel, même en écrivant tout petit. Et puis quand on veut changer un truc, changer une branche de l'histoire, une fin, etc., il faut gommer, il faut coller un bout de papier par-dessus, etc., pour essayer de réarranger les choses. C'est chiant. Donc le mieux c'est de le faire par ordinateur. Alors on peut tout à fait le faire avec Inkscape. Vous ouvrez un document Inkscape et puis vous faites vos petits carrés Inkscape, des petits carrés qui vont représenter les chapitres. Et puis vous faites des flèches qui indiquent vers quel chapitre on va. Et puis en fait on fait assez vite un arbre, une structure en fait d'une histoire, d'une intrigue, d'une visual novel. Mais seulement Inkscape est pas vraiment... disons que c'est bien, mais il y a des logiciels qui sont conçus pour faire des diagrammes, pour faire des schémas. Et c'est mieux de passer par un logiciel spécifique pour ça que de passer par un autre logiciel qu'on va utiliser pour ça, mais qui n'est pas conçu pour ça à la base. Et le logiciel qui est conçu pour faire des diagrammes, il y en a un qui est gratuit, qui est open source et multiplateforme. Il s'appelle Dia. Le voilà, Dia. D-I-A. Alors, je vais voir si je peux vous trouver le lien. Ce que je vais faire. Tac. Normalement, c'est un site en allemand, je crois. Diainstaller.de. Voilà, DE c'est Dutch. On va faire ça. Alors, ce que j'aimerais, si possible, est-ce que je peux... Est-ce que ça veut bien? On va réduire la fenêtre un instant. Je mets ça là. On va essayer de le cadrer correctement dans la capture. J'aurais dû préparer tout ça avant, mais j'ai rien préparé. Voilà. Il fait chaud et j'ai la flemme. Donc, diagramme éditeur. Là, l'icône ressemble à ça, mais en fait, ici, voilà à quoi ressemble en fait une fois installé. À moins que la version ait changé, je pense pas. Je crois que j'ai la dernière version. On va voir ça après. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Quand on voit ça, en fait, on se dit, ça va pas m'être utile du tout, ce truc-là. À quoi ça sert? C'est pas sexy du tout, en fait. L'interface a l'air pas austère, mais c'est pas top. Et puis, bon,
En fait, ce logiciel est génial. Voilà. Donc vous téléchargez ça. Alors, il est disponible, tac, sous Windows. Et normalement, je crois qu'il est multiplateforme. Donc, on va vérifier. Le projet GNOME, donc il doit être disponible sur Linux. Ah bah, de toute façon, c'est indiqué là, voilà. Donc, Windows, macOS, voilà. GNU Linux. Ils mettent Linux, mais c'est GNU Linux normalement. Faut pas mettre Linux tout court. Linux, c'est juste le noyau. C'est GNU Linux. GNU, c'est l'ensemble des logiciels qui forment le système d'exploitation, et Linux, c'est le noyau qui fait que tout fonctionne ensemble. Ou alors on dit carrément le nom de la distrib. Ici, Ubuntu, OpenSUSE. Après, ça doit se trouver ailleurs aussi sur d'autres distributions. Parce que là, en fait, on a un DEB et là, on a un RPM. Donc, en fait, je pense que sur d'autres distributions, ça doit se trouver. Donc ici, moi, je suis sous Windows. Actuellement, je suis sous Windows 7. Donc, la version Windows 7, 0.97.2. Tac. On va ouvrir ma version. Je l'ouvre. 0.97.2, c'est la bonne. C'est bien la récente. On va essayer de réduire ça. Alors, l'avantage de ce soft, l'utilité de ce soft, c'est d'avoir ici un document très grand. Donc forcément, dans une capture de 1280 par 720, ça risque d'être un peu étroit. Mais bon, ça ira. Donc ici, à propos, voilà, 0.97.2. Donc c'est bien la dernière version que j'ai, avec le logo qui est là. Le même logo que sur le site. Et puis, voilà. À quoi ça ressemble? Donc comme j'ai dit, ouais, ça fait austère, ça fait pas sexy du tout, ça fait... Je dirais pas moche, mais on se dit, ouais, bon, bah, à quoi ça sert? Et à quoi ça va me servir ça pour structurer mon histoire NP? Ici, vous avez des outils de base. L'outil qui permet de sélectionner en fait les éléments. Celui qui permet d'écrire et d'éditer du texte. On a une loupe. On a un truc pour déplacer le plan de travail. On a un truc pour écrire du texte. Là, c'est éditer, là, c'est écrire. On a ici des boîtes, des ellipses, des choses comme ça. Ici, on a la ligne. Ça, c'est très bien. Ligne, l'arc et le zigzag. Et puis aussi ces trucs-là, la ligne brisée et la courbe de Bézier. C'est ceux-là, c'est ceux que vous allez utiliser beaucoup. Images, si vous voulez ajouter des images dans vos graphes. Outline, je n'utilise jamais ça. Je ne sais même pas si je l'ai utilisé un jour. C'est pas grave. Ici, moi, c'est indiqué graphe de flux. Mais si je clique ici, j'ai plein de choses. Parce qu'en fait, ce soft-là sert à faire des schémas et des diagrammes. Et des schémas et des diagrammes, il y en a plein de sortes. Ça peut être un schéma électrique. Si je veux faire un schéma électrique, normalement, je clique là-dedans. Circuit, tac. Et là, j'ai tous les trucs pour faire des circuits électroniques. Un schéma de circuit électronique. Si je veux faire, en fait, ici, un schéma logique, tac, j'ai les trucs de base des schémas logiques. Map isométrique, c'est pour faire des trucs isométriques, vous voyez. Ensuite, SDL, MSE, tout ça, c'est des trucs que vous connaîtrez pas forcément, que moi je connais pas forcément non plus, mais qui permettent en fait, quand on les connaît, de faire en fait des diagrammes associés en fait à ces termes. Donc ici, autre feuille, il y en a d'autres, oui, il y a plein de choses. J'ai téléphonie, tac, des choses sur la téléphonie. Ici, autre feuille, on a chronogramme. Il y a des choses sur le chronogramme, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. BPMN, aucune idée de ce que c'est. Moi, ce que je me sers ici, c'est graphe de flux. Alors, on a aussi forme assortie, on a plein de formes, vous voyez, des flèches, etc. Moi, ce que je me sers, c'est graphe de flux, parce que c'est pratique. Ça pourrait être autre chose. Ou vous démerdez un petit peu comme vous voulez avec ce truc-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre comme moi graphe de flux si vous trouvez que le truc logique ou que les formes assorties sont plus sympas pour vous, utilisez ceux-là. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous dis comment moi je l'utilise. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la façon qu'il faut l'utiliser. Hein. C'est comment moi j'ai trouvé que c'était le plus pratique. Donc moi, je prends graphe de flux.
Et puis, généralement, je me sers que de ça, quasiment. Ici, le carré. C'est indiqué procédé, opération auxiliaire, parce qu'en fait, vous voyez que en fait, ces formes ont des sens dans les graphes de flux. Quand c'est une décision, par exemple, on va mettre un losange. Ici, un connecteur, c'est un rond. Ici, affiché, fichier de transaction, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a des sens, en fait, à ces formes. On s'en fout un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est juste un carré. Un gros carré. Je pourrais utiliser ça pour faire un carré. Je pourrais cliquer là-dessus. Je clique là, j'ai un carré. Vous voyez que, en fait, après, je le désélectionne, j'ai un carré. Et je pourrais tout à fait utiliser ce carré-là et puis pas du tout utiliser ça. J'aime bien utiliser ça parce qu'en fait, quand je le place, tac, j'ai directement le truc dedans pour écrire. Alors, attendez. Il veut pas écrire. Voilà. J'ai eu un petit lag. Directement le petit truc pour écrire. Donc là, je peux faire supprime. On va supprimer. Si je fais ça, en fait, si je fais celui-là, il faut qu'après que je prenne l'outil pour écrire et que je clique dedans pour écrire. D'accord? Et en fait, ici, vous voyez que je peux déplacer après le texte, mais si je déplace ça, ça ne déplace pas le texte en même temps. C'est chiant. Alors que si je prends ça et je clique, là, je peux écrire. Tac. Et maintenant, ici, si je déplace, ça déplace tout en même temps. Donc, en fait, j'ai un carré avec un truc décrit dedans. C'est bien plus pratique. On peut faire donc des carrés, mettre des trucs dedans, faire un autre carré, mettre un truc dedans. On le déplace. Je fais un autre carré. Tac, je mets un truc dedans. On va le déplacer. On va le mettre là. Je vais en faire d'autres. Tac, je vais en mettre là. Voilà, je mets n'importe quoi. Hein. C'est juste histoire de vous montrer un truc. Voilà, j'ai plein de carrés avec des trucs dedans. On va faire un truc comme ça. Et puis, on va faire ça. Et puis maintenant, je prends ici la ligne. La touche de raccourci, c'est L. Donc, j'appuie sur L du clavier. Tac, ça prend cet outil-là. Et je fais un clic de là jusque là et ça fait une flèche. Ouais, je peux déplacer. Et vous voyez que la flèche suit. C'est vachement bien. Donc, L, comme ça. L, faire un truc comme ça, L, un truc comme ça, L, un truc comme ça, tac. Et là, vous voyez qu'en fait, je peux organiser, structurer ma visual novel. Ça se voit pas encore bien ici comment on va structurer la visual novel, mais on peut faire ça. Voilà, vous voyez que je peux sélectionner un truc comme ça, déplacer, réajuster un petit peu comme je veux, supprimer des trucs. Donc, quand vous voulez structurer votre visual novel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tac, ici un début. Le début de la visual novel. Alors, on va faire un carré assez gros, c'est le début. Ah. Vous voyez que les petites poignées, on peut redimensionner le truc. Et puis, normalement, quand je double-clique dessus, vous voyez que ici, je peux changer des choses. Je peux changer la largeur des lignes. Je peux changer la couleur des lignes, la couleur de remplissage. Ici, c'est en blanc. Si je veux une autre couleur, je peux mettre une autre couleur. On va mettre en orange. Valider. Tac. C'est le début. Le début de ma visual novel. Une visual novel, je vous conseille de faire une dizaine de fins. Bon, pour votre première visual novel, faites 4-5 fins, 4-5 routes, mais la moyenne, c'est généralement une dizaine de fins. Donc ici, en fait, je vais faire tac, comme ça, un truc comme ça. Ici, je vais tac, me mettre dedans. Je reprends ici l'outil, en fait, pour éditer, pour écrire à l'intérieur. Ça, c'est une fin. Ah, j'ai encore un lag. J'ai encore un lag parce que j'enregistre ou parce que j'ai un soft qui est lancé et qui ne devrait pas. Ah, Discord peut-être. Discord me fait peut-être laguer. C'est possible. Donc je sais pas. Faudrait que je teste. Alors j'aimerais bien écrire dedans. Ah. Si ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que je peux avoir tac. Fin, voilà. Fin, la fin numéro 1. Voilà. On va la mettre là. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, alors, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Là, j'ai 3 fins. Ensuite, ces 3 fins, on va faire CTRL-C, CTRL-V. J'ai 3 fins supplémentaires, on va les sélectionner. Alors, je n'aurais pas sélectionné celui-là, j'aurais ça, ça, ça.
Voilà. On va en mettre 6 pour le moment, parce que hein, c'est déjà bien. Parce que je vais manquer de place. Mais je comptais en mettre une dizaine. On peut considérer qu'il y a 2 fins qui sont bonnes. 2 fins qui sont des bonnes fins. Donc ceux-là, je vais les mettre en vert. Voilà, ça c'est les fins qui sont bien. On peut considérer qu'il y a 2 mauvaises fins. On va les mettre en rouge. C'est la fin où peut-être le personnage meurt ou alors que ça finit mal. Et 2 fins qui sont neutres. Propriétés. Je fais un clic droit et puis je mets propriétés pour changer les propriétés de plusieurs éléments sélectionnés. Ici, on va les mettre dans ce bleu-là. Un bleu comme ça. Ça, c'est les fins neutres. Voilà, on va dire ça. Il faudrait que je renomme. Enfin, que je renomme. Je change le texte. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Alors, vous voyez que si je double-clique dessus, j'ai pas besoin d'aller sélectionner ce truc-là. Tac. En fait, regardez. Normalement, si je fais ça et que je double-clique dessus... ah non, je me gourre de logiciel. Je me gourre avec un autre soft. Ici, fin 5. Et là, fin 6. Voilà. Donc là, on a 6 fins différentes. Donc on a 2 bonnes fins, 2 fins neutres, où il se passe où rien de bien ni de mauvais. Et puis 2 fins mauvaises, où peut-être le personnage meurt ou finit en prison, on ne sait pas. Des choses comme ça. Et puis ici, il y a l'histoire. Comment j'organise mon histoire ? Eh bien, il y a des grands axes. Et des grands axes, par exemple, ici, il va y avoir peut-être un meurtre. C'est le chapitre où il y a un meurtre, par exemple. Je vais le mettre là, et puis à un moment donné, on va même le mettre ici, central, parce que c'est peut-être l'intrigue principale de la visual novel. Et puis, il y a peut-être aussi l'arrestation du joueur. L'arrestation du joueur. Voilà. Qu'on va mettre peut-être là. Là, ou alors ici, peut-être... le suspect, il est juste suspecté. Alors, suspicion. Voilà, un autre chapitre, par exemple. Et puis, il y aura d'autres chapitres. Par exemple, ici, peut-être une rencontre avec un personnage. Une rencontre. Ici, peut-être que il y aura peut-être l'achat d'un truc particulier, d'une arme, peut-être, de quelque chose. Achat objet, par exemple, qui serait quelque chose de très important dans l'histoire, parce que c'est peut-être l'arme du meurtre, peut-être, on ne sait jamais. Donc ici, on a nos gros chapitres clés. Et puis on a plein de petits chapitres qui vont venir se placer. Ici, alors je vais mettre n'importe quoi, parce qu'en fait, on s'en fiche un petit peu. Mais forcément, c'est censé être le chapitre de votre histoire. C'est les grands axes de votre histoire. Voilà. Voilà. Et puis là, en fait, quand on arrive sur la... Plus on se décale, en fait, on se rapproche des fins, plus il y a de chapitres, forcément, parce que... là, mais n'importe quoi, parce qu'en fait, il y a plus de choix qui sont faits. Et donc, ici, après, avec elle, je m'organise, je dis, du début, on va aller ici, ou alors aller ici, on fait un premier choix. Ici, on a un autre choix qui permet de faire ça. Ici, on peut aller là. Après, ici, il y a un meurtre. Si on va le mettre plus ici. Après, ça peut aller soit là, soit là. Là, peut-être un truc comme ça. Peut-être un truc juste comme ça. Ce machin-là, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Ça, comme ça. Vous voyez que, en fait, en faisant ça, tac, je structure, en fait, une histoire. Alors ici, c'est n'importe quoi, mais ça pourrait être une histoire plus importante. Peut-être directement comme ça ou comme ça, comme ça. Voilà. Et ici, ça amène soit sur cette fin-là. Ici, ça peut amener là. Ici, ça peut amener là, en fonction du choix qu'on fait. Même ici, je vais supprimer ça. Je vais plutôt mettre celui-là là. Celui-là ici. Celui-là là.
ou là, et celui-là ici. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, ici, je structure une histoire, une visual novel, en faisant comme ça. Ici, il faut que ça se raccorde à quelque chose. On va le raccorder ici au meurtre. Voilà, parce que c'est vraiment le truc central. Et puis ensuite, ici, je peux rajouter des couleurs. Par exemple, ça, je sais que c'est le truc très important. On va y mettre une grosse couleur bien importante. On va le mettre en orange, parce que c'est un truc très important. Et puis le texte, on va le mettre en blanc, le texte. Couleur du texte en blanc. Tac. Voilà, ça c'est le meurtre. C'est un truc très important. Parfait comme ça. Et en fait, en faisant ça, je structure mon histoire. Et vous remarquez en fait que je donne des choix ici. Par exemple, là, on a deux choix. Soit on va là, soit on va là. Après, ici, quand on a fait ce choix-là, à un moment donné, on revient en fait sur un chapitre qui est commun aux autres choix. Par exemple, ici, j'ai soit ce choix-là, soit celui-là. Ici, j'ai deux choix différents. Donc là, en fait, j'ai trois routes différentes. Mais en fait, ces trois routes différentes convergent vers un même chapitre. Et ça, on le retrouve plus loin. Par exemple, ici, ces deux chapitres-là, qui sont deux routes différentes, parce ici, on a fait un choix qu'on va soit ici, soit là, ça peut aller vers la même fin. Et ça, c'est important de pouvoir regrouper ensuite vos différents choix, que tout converge vers des chapitres qui sont communs. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, le nombre de fins que vous allez avoir ici, c'est pas 6, c'est pas 10. Vous allez avoir des cinquantaines de fins différentes. Et des cinquantaines de fins différentes, c'est ingérable. C'est ingérable pour vous qui faites le jeu, et puis pour le joueur qui veut vouloir rejouer au jeu par la suite, s'il veut faire toutes les fins, je vous raconte pas le calvaire de faire les 50 fins différentes. Alors ça peut être tentant de dire, moi je vais donner plein de liberté aux joueurs, je veux qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent dans mon jeu, mais seulement en faisant ça, vous compliquez énormément le jeu. Alors il faut qu'à certains moments, tout revienne vers, vers les mêmes choix, les mêmes chapitres. Et c'est dans ces chapitres communs que vous allez gérer en fait les décisions qui ont été prises avant. Je l'ai expliqué ça en fait déjà dans RNP, qu'on pouvait utiliser les variables pour savoir si on était passé sur un chapitre ou pas, de savoir si tel personnage a déjà été rencontré ou si tel objet a déjà été ramassé. Et puis en fait, ça permet de faire une fin qui serait commune à plusieurs routes, mais qui reste crédible en fait dans la continuité de l'histoire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc là en fait vous voyez que DIA est très bien pour s'organiser. Ici on peut enregistrer ça au format DIA. DIA permet aussi d'enregistrer au format SVG ou au format PNG. Soit le format DIA, le format qui est celui de DIA, soit ici c'est le format de base, vous voyez, .dia, soit vous pouvez l'exporter au format PNG, donc dans ce cas-là vous avez une image PNG sur fond blanc, avec en fait tout bien propre comme il faut, que vous pouvez exporter après sur tous vos postes de travail sur lesquels vous travaillez, tablettes, etc., pour avoir le truc sous la main. Vous pouvez même l'imprimer. Ou alors en SVG, et le SVG permet de l'ouvrir après dans Inkscape par exemple. Si vous voulez en fait faire un gros dossier Inkscape, ou je dis Inkscape mais ça peut être dans Scribus, ça peut être dans autre chose, dans InDesign, pour faire un gros dossier sur votre visual novel, etc., avec les textes et tout, les personnages, etc. Donc ici vous voyez que je mets en fait des carrés avec juste un mot qui va symboliser un petit peu le chapitre. Je pourrais mettre plus de choses. Je pourrais mettre 2-3 mots, je pourrais mettre un mot et un petit paragraphe, un truc assez court. Quand on double-clique dessus, vous voyez qu'on peut changer en fait des choses. On peut changer la police, on peut changer la taille de la police. Si je veux que ça soit écrit en plus petit, c'est pas un problème. Ici, j'ai utilisé que des lignes. Mais oui, ici, on peut utiliser autre chose. Je pourrais tout à fait prendre ça et puis, hop, faire des courbes comme ça. Ça permet de faire des trucs qui vont se suivre comme ça, en fait, qui vont se plier, en fait, un petit peu comme vous voulez, voilà. Et puis mettre ça, après, bouger celui-là, rajouter ici un truc qui va se déplacer.
Si je veux supprimer une flèche, j'ai juste à sélectionner et à faire supprimer. Si je veux changer le sens de la flèche, je sélectionne la flèche et ici, oui, que j'ai tout ce qu'il faut. Ici, je peux dire, bah, ici, je veux que ça soit un truc comme ça. Et puis ici, je voudrais que ça soit un truc comme ça. Et puis là, je peux faire maintenant une flèche comme ça. Ah. Comme ça, oui. Tac, tac. Donc, on peut jouer un petit peu avec tout ce toutes les propriétés qui sont à disposition. Moi, j'aime bien celle-là, qui est toute basique. On peut double-cliquer sur les flèches aussi. Et puis ici, changer la flèche de début et la flèche de fin. Ici, j'aimerais changer ça. Ici, bah, je peux inverser la flèche, par exemple. Tac. Je fais ça, je fais appliquer. Vous voyez qu'elle a changé de sens. Je vais la remettre dans le bon sens. Tac. Tac. Appliquer. Parfait. Et puis on peut changer d'autres choses. La largeur de la flèche. On va pouvoir faire ça normalement. Ouah, c'est beaucoup trop gros là. Réduire ça. Appliquer. Voilà, une grosse flèche comme ça. Tac. Vous voyez qu'on peut faire des choses intéressantes. Ici, les courbes de Bézier. Alors si j'ai envie de faire ça. Tac. Et puis de jouer après avec la flèche un petit peu comme je veux. Je peux. C'est quand même vachement sympa. On peut rajouter ici des images, comme j'ai dit. Des lignes brisées. Alors, lignes brisées, c'est ça. Et normalement... Alors, attendez. Tac. Ligne brisée, si je fais ça... non, c'est pas ça. C'est pas ce que je pense. Je sais plus du tout. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ça... Non, je sais plus. Je peux sélectionner une flèche, la déplacer. Jouer en fait avec ces points et aller la redocker, la réaimanter en fait sur les objets. Je peux déplacer les objets. On peut zoomer, tac, sur un élément. Vous voyez. On peut remettre le zoom normal. Alors, le zoom normal, c'est à 100%. Tac. Ensuite, ici, on peut jouer avec les couleurs. Ici, comme j'ai dit, les graphes de flux, on a plein de choses. Là, c'est graphe de flux, mais oui, il y a plein de choses. Et dans autre feuille, il y en a plein. Et je crois même qu'on peut peut-être en avoir d'autres. Peut-être sur le site officiel, je ne sais pas. Je ne sais plus si j'en ai installé d'autres ou si c'est ceux qui sont fournis avec. Mais enfin bref, là, je vous ai présenté un logiciel qui est très très bien. Avec le bouton de la molette de la souris, oui, que je peux déplacer. C'est cet outil-là en fait, c'est la même chose. Tac. Mais si je prends directement la molette de la souris, ça fait pareil. Et avec la molette, je peux me déplacer comme ça. Et normalement, avec CTRL, je peux dézoomer, zoomer. Et puis, vous voyez qu'avec Shift, je peux me déplacer horizontalement. Un petit peu comme dans Inkscape. Donc, en fait, on peut vraiment se balader un petit peu partout dans votre graphe, dans votre schéma assez facilement. Et donc, ce petit soft est très pratique pour s'organiser quand on fait une visual novel. Que ce soit pour NP ou pour Twine, ou même si vous faites un jeu, si vous faites un logiciel, etc. Si vous avez besoin de faire un schéma ou un graphique pour vous y retrouver, eh bien, c'est le logiciel qu'il faut avoir, je trouve. Il y en a sans doute d'autres, mais celui-là, il est très bien, je trouve. Ici, oui, on a aussi le truc qui permet de démonter à la grille, et ici, le collage d'objets. Alors, le collage d'objets, ça fait que si je fais ça normalement, voilà, et que je fais comme ça, vous voyez que ça se snap pas dessus. Si j'active ça et que je le place dessus, ça se snap dessus. Et là, le snap to grid, c'est l'aimantation en fait sur la grille de fond. Vous voyez que ça s'aligne en fait sur les carrés de la ligne de fond. Chose que vous pouvez ensuite modifier là-dedans. Ça gère aussi des calques, ça gère plein de choses que je ne vais pas montrer parce que c'est pas forcément nécessaire pour ce que je voulais le montrer. Parce que là, je voulais juste vous montrer ça pour organiser pour NP. Mais ça permet de... Il y a plein d'outils, il y a plein de choses. Il y a plein de choses en plus que vous pouvez aller voir qui sont vraiment très bien, qui permettent de faire plein de choses. C'est vraiment un logiciel qui est très complet, qui n'a pas l'air comme ça, qui a l'air un peu austère, mais vraiment il est bien. Voilà. Je trouve qu'il est bien. Il y en a sans doute d'autres dans le même genre, mais c'est celui que j'ai testé et que j'ai trouvé le mieux. Celui que j'ai adopté pour mes projets. Dès que j'ai un truc où il faut que je fasse un schéma, où il faut que je fasse un graphique ou
que je m'organise, ou même quand je cherche des idées, c'est le soft que j'utilise pour mettre tout un petit peu à plat, tout structuré. Voilà, ça c'était une petite présentation d'un logiciel pour vous organiser pour vos visual novels ou pour d'autres choses, et ça s'appelle Dia et c'est très bien. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel sur la chaîne.